Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de Midi Mag, un numéro consacré aujourd'hui à une institution financière que l'on connaît peu mais qui donne beaucoup. J'ai nommé l'Agence française de développement et pour en parler à mes côtés, le directeur de l'AFD pour la Polynésie, Frédéric Audras. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer avec vous l'étude scientifique restituée aujourd'hui par votre agence, j'aimerais rappeler que l'AFD est présente dans plus de 80 pays et dans les Outre-mer pour favoriser le développement économique, social et environnemental. Alors pour mieux comprendre, Frédéric Audras, expliquez-nous en détail les missions exactes de votre agence. Alors, en fait, l'Agence française de développement a une double casquette. Nous sommes à la fois une banque, c'est la banque de développement de la France, donc assujettie à la réglementation bancaire. Et notre activité essentielle, c'est une activité de prêt, effectivement, vous l'avez rappelé, dans plus de 80 pays et en Outre-mer. Et également, nous sommes l'opérateur français pour l'aide au développement, c'est-à-dire que nous intervenons dans des pays qui ont besoin d'appui au développement. Nous sommes dans les pays émergents également et dans tout l'outre-mer français, y compris Wallis, par exemple, dans le Pacifique. Comment est-ce que vous choisissez justement les pays dans lesquels vous vous implantez ? Alors, d'abord, il faut que les pays acceptent. C'est une coopération. Nous intervenons dans le cadre de la coopération de l'État français avec ces différents pays. Donc, très concrètement, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va demander à l'AFD de créer une implantation. C'est tout dernièrement le cas en Birmanie où nous sommes en train d'envisager l'ouverture d'un bureau à la demande du ministère des Affaires étrangères et bien sûr des autorités locales. Alors je rappelle que les auditeurs peuvent téléphoner au 40 86 16 00 pour poser des questions bien sûr durant cette émission. Quels sont les outils dont vous disposez pour accomplir au mieux votre mission, les outils financiers bien sûr Alors, rapidement, si vous voulez, les outils que nous avons sont un petit peu répartis par type de géographie. Évidemment, en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'ancienne Afrique francophone, nous avons des outils spécifiques bonifiés, c'est-à-dire des prêts bonifiés. Un prêt bonifié, qu'est-ce que c'est ? C'est un prêt dont le taux d'intérêt va être réduit de façon à ce que ce soit un prêt très incitatif au développement, plus facile à rembourser. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons également des subventions. Alors, ce sont des subventions qui nous sont attribuées par le ministère des Affaires étrangères et sur une série de pays que choisit le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire, très concrètement, il est demandé à l'AFD de monter des projets à partir de ces volants de subventions. Pour vous donner juste un ordre d'idée, le montant des subventions à peu près annuelles qui est accordé par le ministère des Affaires étrangères pour les pays dits émergents. Plus en voie de développement, Oui. je dirais, c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest. On est sur le Bénin, on est sur Burkina Faso, etc. Là, on est de l'ordre en milliards de francs pacifiques. C'est à peu près 30 milliards de francs pacifiques par an les bonnes années, puisque nous sommes, vous le savez, l'État français a quand même quelques difficultés, un resserrement de ses crédits budgétaires pour rester politiquement correct. Et par contre, dans d'autres géographies, vous l'avez cité, les pays émergents. Alors, dans les pays émergents, par exemple en Afrique, on y met l'Afrique du Sud, qui est un pays qui se développe à une vitesse considérable. Il y a également le Nigeria qui se développe beaucoup. Et puis, il y a les pays d'Asie. Nous sommes implantés en Chine, nous sommes implantés en Inde. Nous sommes également implantés en Amérique latine, Colombie, Mexique. Là, on est vraiment sur des pays qui sont émergent plus, j'allais vous dire. Et là-dessus, là évidemment, nous n'avons pas de subvention. Nous avons une activité de prêt en complément, finalement, en complément des autres banques locales, mais davantage tournées vers des thématiques qui sont des thématiques de ce qu'on appelle les biens publics mondiaux. Alors, qu'est-ce que les biens publics mondiaux ? C'est notamment tous les aspects liés à l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est vraiment un thème clé, un thème essentiel, un petit peu de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds du développement, de cette grande famille dont nous faisons partie. Il s'agit ici d'aider les populations à peut-être mettre en place des bâtiments à meilleure efficacité énergétique, des transports urbains plus adaptés, plus économes en énergie, justement des systèmes d'énergie favorisant davantage les énergies renouvelables que le gasoil ou le fuel, etc. Donc ce sont des aides beaucoup plus marquées.
En Outre-mer en particulier, là, il s'agit globalement d'accompagner le développement durable des territoires. Alors, on peut y mettre beaucoup de choses, hein, mais très concrètement en Polynésie française, ce que nous y mettons, c'est sur les secteurs services publics essentiels, que sont la fourniture de l'eau, le collecte, traitement des déchets, par exemple, l'assainissement, les énergies renouvelables. Là, ce sont des secteurs qui, pour nous, sont centraux, et également la biodiversité. Parce que, notamment en Polynésie française, il y a cet atout exceptionnel de la diversité des archipels et de la diversité de la biodiversité. Alors, sur un plan économique, elle est parfois difficile à valoriser, mais en tout cas, ça concourt à l'attractivité de la Polynésie. Bien sûr. Alors, l'AFD est implantée en Polynésie depuis combien de temps ? Alors, j'allais vous dire depuis la fin des années 50, à peu près, puisque ayant intégré l'AFD en 2007, voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même avant le CEP. Ah oui, c'était avant le CEP, absolument. Ouais. C'était avant le CEP. Et on avait essentiellement à l'époque un mandat de prêt, je dirais, au territoire au sens large. Hein. Là, aujourd'hui, dans le cadre de notre mandat, nos instruments financiers sont un petit peu plus élargis. On prête évidemment toujours maintenant au pays, aux communes, à ces établissements publics comme l'Office polynésien de l'habitat. On prête également au secteur privé ou on garantit l'activité du secteur privé. Alors ça, c'est un dispositif, c'est vrai, je pense, qui est bien connu des trois banques locales, bien connu des entreprises, puisque, par exemple, l'an dernier, on a garanti de l'ordre de 150 crédits bancaires accordés à des entreprises. Tout ça permet de maintenir de l'emploi ou de créer de l'emploi. Alors, depuis le temps que l'AFD est implantée en Polynésie, on n'avait pas encore réalisé d'études vraiment sociologiques sur le pays. Expliquez-nous, aujourd'hui, vous allez restituer une étude qui vise à comprendre les processus culturels du changement pour mieux accompagner les politiques publiques de développement. Alors, pourquoi cette étude et pourquoi aujourd'hui, finalement ? Alors, je vous remercie vraiment de cette question parce que c'est vrai que c'est effectivement cette étude, nous sommes en train de la restituer. C'est une semaine de restitution. Alors, je vais vous expliquer notre démarche. En fait, on s'est aperçu que dans certains secteurs structurants pour la Polynésie française, que sont le logement social, l'aménagement de l'espace, c'est-à-dire très concrètement les équipements et services publics dans les différents archipels, et le tourisme, et plus sur le volet accueil touristique, on s'est aperçu que sur ces secteurs-là, dans le passé, ces 10-20 dernières années, on avait octroyé, c'est-à-dire offert des possibilités de financement, même à des conditions financières très favorables, que l'État et le pays également, par le biais de subventions, le contrat de projet, etc., avaient amené beaucoup d'argent. Et comme vous le savez, souvent ces financements ont été assez peu utilisés. Mmh. Alors, jusqu'ici, on pouvait avoir, je dirais, par facilité, une analyse qui consistait à dire bon, c'est la faute de l'instabilité politique qu'a connue la Polynésie, c'est la faute de tel ou tel établissement, de tel ou tel opérateur, etc. Bon, mais nous, on a trouvé au niveau de l'agence de papier-été que ça manquait de recul. Et que si on voulait, à l'avenir, puisque l'objectif, le souhait de l'AFD, c'est de continuer à aider durablement la Polynésie française, si on voulait mieux comprendre les raisons de ces, entre guillemets, échecs, il fallait peut-être avoir une approche différente. C'est-à-dire ne pas avoir qu'une approche économique, qui est une approche très, très, très classique, normalement, en tout cas au sein de l'AFD. Et avec le soutien de chercheurs de l'AFD et de chercheurs polynésiens, dont Tamatoa Bambridge, CRIOB, donc Frédéric Torrent également du CRIOB, qui ont été vraiment deux personnes très très importantes pour nous aider à comprendre. D'ailleurs, ils ne sont pas là parce qu'ils sont aujourd'hui à Moorea. Ils sont à Moorea où ils restituent la partie de l'étude sur Moorea, l'enquête qui a été menée sur Moorea. Avec vous, oui, pense, absolument. pour en parler. Et donc, à travers cette étude ici, il s'agit véritablement d'interroger les Polynésiens sur ces politiques publiques-là, logement social, aménagement d'espace, accueil touristique. Comment est-ce que les reçoivent? Comment est-ce que les tavernas les reçoivent? Comment est-ce que les comités locaux tourisme les reçoivent? Comment est-ce que, par exemple, au sein des logements sociaux, comment est-ce que les bénéficiaires de logements sociaux
comment ils vivent dans ces logements sociaux, quels seraient leurs besoins à l'avenir. Voilà, que tout ça un petit peu nous inspire. Alors c'est très novateur sur ce que l'on fait là sur la Polynésie française, c'est très novateur au sein de l'outre-mer, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler une écoute client finalement. C'est comme si une entreprise venait vous consulter pour savoir si vous avez aimé votre séjour ou pas, comme font les hôtels parfois. On a cette même démarche-là. C'est un petit peu aussi la démarche du qui paye contrôle quand même, un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est en jeu, non ? Oui, alors on a cette chance au sein de l'AFD, comme nous ne sommes pas une banque commerciale, puisque nous appartenons à 100% à l'État, sans être fonctionnaire d'État, nous sommes un établissement public ici. On a cette chance de pouvoir faire cette prise de recul ici pour mieux orienter nos actions dans le futur. Et je dirais, et on s'est vraiment aperçu avec cette étude, les enquêtes qui ont été menées, que la dimension culturelle a été sous-évaluée. Je vais vous donner un exemple très très concret. L'exemple de l'eau. Un des chercheurs polynésiens, Frédéric Torrente, qui travaille au CRIOP, qui est un anthropologue, ethnologue-anthropologue, a mis en évidence que les désalinisateurs sur Ana et plus globalement dans les Tuamotu sont peu acceptés par les populations. Alors non pas par rapport à la qualité de l'eau produite, etc., mais davantage parce que culturellement, il y a toujours une distinction très forte au sein de la culture Tuamotu entre l'eau de pluie qui est conservée, donc l'eau douce, et l'eau de mer, mais l'eau de mer qui ne doit pas être consommée. Et c'est une dimension culturelle forte qui imprègne les populations, et donc financer à l'avenir encore des désalinisateurs, etc. Qui ne serviront à rien. Voilà, on risque de connaître des échecs. Et c'est dommage pour la Polynésie parce que tout ça a un coût. C'est-à-dire qu'on mettrait beaucoup d'argent peut-être dans des outils qui ne sont pas appelés à être maintenus. Si j'ai bien compris, l'objectif, c'est de mieux cibler les fonds qui vont... Enfin, la destination des fonds. En fait. Oui, absolument. Et de s'assurer que, et ça sera certainement une des conclusions opérationnelles de cette étude, que les outils de dialogue avec les populations locales ont bien été respectés. Je pense notamment aussi le logement social, les chercheurs qui ont travaillé sur plusieurs terrains, à la fois aux Marquises, à Papeete, je vous parlais d'Ana, au Tuamotu, également un petit peu à Rangiroa et évidemment à Moorea. Le logement social, tel que des bailleurs de fonds comme l'AFD le percevaient, finalement on est sur des modèles qu'on applique un petit peu dans tous les départements d'outre-mer. C'est-à-dire que finalement, ce qui fonctionne en Guadeloupe ou en Martinique peut être transposable en Polynésie française. On s'aperçoit que non. Et il faut qu'on fasse très attention. Il y a des spécificités et qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter, pas uniquement, je dirais, le simple fait de dire on fait plaisir à la population et on pourrait quelque part répondre à ce qui pourrait être compris comme des caprices. Non, il s'agit ici de mieux comprendre la dimension culturelle dans laquelle on intervient. Visiblement, l'habitat dispersé correspond davantage aux demandes des Polynésiens que plutôt des logements collectifs. Ou alors, si on a des logements collectifs, il faut que ce soit des lotissements de plus petite taille que ce qui a été envisagé aujourd'hui. Encore une fois, pour que ça marche dans le moyen-long terme. C'est-à-dire que les financements soient utilisés à bon escient. Alors le premier constat, c'est donc cette forte unité culturelle qui imprègne la vie communale, puisque là, vous avez fait une étude, elle est vraiment ciblée sur les communes. Donc ça résiste aux effets de la modernisation, cette unité culturelle ? Oui, alors... En même temps, c'est vrai que nous l'avons tourné vers les communes, c'est-à-dire qu'on est sur des secteurs, logement social, aménagement de l'espace, accueil touristique, qui sont des secteurs de compétences du pays. Mais on a regardé, on a analysé les choses du côté des communes, la perception des communes, parce que ce sont finalement les populations des communes qui ont les impacts de ces décisions politiques. Et nous, on sait, je dirais au sein de l'Agence française de développement, mais beaucoup d'autres, on note depuis quelques années vraiment l'émergence de ce qu'on appelle le fait communal, c'est-à-dire vraiment l'émergence de ce nouvel acteur communal.
qui, effectivement, a ses propres logiques culturelles, qui a envie d'être quasiment en codéfinition, voire en cogestion de certaines politiques publiques qui ont des impacts sur leur population. C'est pour ça qu'on avait aussi produit en juin dernier un observatoire financier des communes pour montrer que les communes, attention, dans le paysage économique et financier, elles commencent à peser et qu'elles ne doivent pas être négligées dans le dialogue institutionnel. Je crois comprendre, hein, d'après la lecture des différents portefeuilles ministériels du pays, que visiblement ce fait communal aussi, en tout cas l'importance des communes commence à être perçue par les autorités politiques locales. Et effectivement, je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau culturel qui peut-être nécessitera une réflexion à terme institutionnelle. Alors ce qu'on constate, c'est quand même que les situations sont assez différentes selon les communes. Mais le mélange entre les règles républicaines et les valeurs traditionnelles crée un fonctionnement assez complexe, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut dire que l'image de l'État en prend un coup, que le système étatique n'est pas encore accepté de par cet ancrage très traditionnel aujourd'hui? Alors, c'est vrai que ce que l'on a remarqué, c'est que la notion de contrat social, qui est depuis la philosophie, alors c'est le philosophe Locke, hein, la notion de contrat social telle qu'elle est posée par la norme républicaine, en fait, en Polynésie française, elle est réadaptée. Elle est réadaptée et réinterprétée sans cesse. Par exemple, dans la norme républicaine, il y a le fait qu'il y a l'impersonnalité bureaucratique. C'est-à-dire qu'un règlement, la contestation d'un règlement par un particulier va rentrer dans un système de relations où, je dirais, l'affectif, le subjectif ne jouera pas ici. En Polynésie française, on est davantage, pour avoir... dans une commune, quand il y a un problème à régler, la population va voir le Tavana. Et on trouve des solutions, mais qui relèvent plus de la relation personnelle pour s'adapter finalement à la réglementation qui est issue de cette norme républicaine. Et alors ce qu'il peut y avoir également d'intéressant, c'est que voilà, on est bien sur une adaptation, une réécriture autour de la norme républicaine. Quand on fait le parallèle en Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai eu la chance moi de travailler en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années, en Nouvelle-Calédonie, vous avez une vraie distinction entre le droit coutumier et puis le droit, j'allais dire, le droit normal, le droit républicain. Moderne, ouais. Et donc, voilà, on a bien deux univers différents. Ici, alors en Polynésie, il y a un mélange. Ouais. Mais un mélange, mais qui est quasiment à l'image de la population. Nous sommes sur une population qui est mélangée, des cultures qui se mélangent, qui s'entrecroisent, pour produire quelque chose de spécifique. Alors ça a du bon, mais ça a du moins bon, justement, quand il s'agit de peut-être élaborer des choses très précises au niveau des communes. Oui, absolument. Quand, par exemple, il s'agit d'élaborer des politiques... Je prends le cas de politique publique dans le domaine des équipements, des quais par exemple à construire dans des communes, pour prendre des exemples parlants un petit peu dans les archipels. C'est vrai qu'une décision par exemple de construire un quai dans telle commune, qui peut être une commune associée dans un atoll, il y a peu de réflexion globale sur le fait que est-ce que le fait de construire un équipement ici, dans cet atoll en particulier, ne va pas perturber finalement l'activité économique juste à côté, dans l'atoll voisin, qui lui aurait été plus favorable à l'accueil de cet nouvel équipement ou pas. Après, il y a la question de la maintenance, de l'entretien de ce quai qui va être construit. Donc il y a peu de réflexion globale, tout simplement lié au fait que il y a eu peu de schémas directeurs de développement. On a beaucoup parlé du fameux SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion de l'espace, donc qui pourrait effectivement être prolongé. Mais là, je crois qu'il est temps de rentrer sur une période de définition de schémas directeurs sur les grandes politiques publiques qui impactent quotidiennement la vie des Polynésiens, et notamment dans les archipels. Alors, ce qu'on constate aussi dans cette étude, c'est le manque de concertation au niveau communal avec
le gouvernement, voire même une rivalité entre les maires et le gouvernement local, le président tout simplement. Celui qui donne, finalement, il est mal perçu. Est-ce que c'est un frein, ça, en matière de politique publique? Alors, les sociologues en parleraient mieux que moi. C'est toujours la notion du don et du contre-don. Hein, alors ce que parfois on peut résumer en disant que c'est du clientélisme. C'est vraiment visiblement lié à une époque qui est quand même assez datée. Ce que l'on a pu observer là sur les différents terrains d'enquête, encore une fois, Tuamotu, Marquise, Papeete, Moorea, c'est que de plus en plus les communes souhaitent se prendre en main et se prendre en main pour dialoguer directement avec le pays, pour codéfinir ces politiques de développement et ne plus subir effectivement de décisions qui viendraient exclusivement des décisions unilatérales, oui. Tout simplement. Oui. On va pas dire dictature, mais non, on n'en est pas là quand même. Hein. Mais vous savez, en même temps, je trouve que il n'y a pas de jugement de valeur à avoir particulièrement sur la Polynésie française là-dessus. On retrouve quelque part des choses qui ressemblent pour notre auditoire métropolitain, des choses qui ressemblent beaucoup aux politiques de distribution des conseils généraux, c'est-à-dire des départements vis-à-vis des petites communes en métropole ou voire même dans les DOM. C'est sous une autre forme culturelle, mais on retrouve ça. Ce qui, moi, là, je trouve véritablement intéressant, c'est qu'effectivement, on assiste à la naissance, en tout cas, d'une volonté de la part de plusieurs communes, dans plusieurs archipels, voire même aux Marquises, quasiment au niveau du regroupement de communes que constitue la CODIM, la communauté de communes des îles Marquises. On a une vraie volonté d'instaurer un dialogue très constructif et très adapté aux besoins des populations. Et on a ce sursaut-là qui va être intéressant à observer à l'avenir et en tout cas que l'on peut percevoir de façon optimiste. Donc il y a trois secteurs qui sont examinés dans cette étude. Contexte culturel, on en a parlé un petit peu. Il y a l'aménagement évidemment du territoire. L'étude explique que la relation des maires aux équipements est égocentrée. Ça veut dire que si le Tavana équipe sa commune, il va prouver la vitalité de son mana. C'est ce que vous expliquez un petit peu, c'est le don contre don, tout ça. Ça c'est un système qui est vraiment très répandu ici. Oui, qui est très répandu, qui était très répandu, qui commence à s'atténuer, qui évolue. J'avais la chance hier d'être à Nuku'iva pour la restitution avec Tamato Abambridge sur la partie des Marquises, la restitution de cette étude. Et effectivement, on voit qu'on a des communes qui nous disent non, mais nous on ne travaille plus comme ça. Maintenant, on a nos propres schémas directeurs d'équipement. Et c'est par rapport à ces schémas directeurs-là que l'on souhaite accueillir telle et telle capacité de financement du pays. Donc il y a quand même des communes qui ont déjà leur schéma directeur, notamment les Marquises qui sont un petit peu, qui aiment bien marquer leur indépendance finalement par rapport au pouvoir central. Les Marquises ont cette capacité, les 6 communes ont cette capacité à travailler ensemble qui est assez remarquable parce que il y a quand même l'éloignement géographique. Autant il est facile de faire des communautés de communes en métropole parce que je dirais les modes de transport sont beaucoup plus aisés. Là, il y a un véritable engagement des 6 maires, des 6 conseils municipaux, et ils ont d'ailleurs développé un plan de développement et ils l'ont publié, qui va jusqu'à 2020. Y compris sur des compétences qui aujourd'hui ne relèvent pas encore, d'après les statuts, d'après la loi organique, les statuts de 2004, ne relèvent pas de leurs compétences, mais ils y vont quand même dans un souci de développement de leur population. Ils développent de façon pragmatique. Une vraie émancipation, en gros. Oui, mais qui ne demande qu'à être... partagé avec le pays.
Alors, la question de l'accès à l'eau potable, elle est très importante parce que c'est vraiment l'enjeu pour les communes jusqu'en 2015. Hein, ils ont cette obligation quand même. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ça pose un vrai problème. Le fait de payer l'eau ou de la dessaler par osmoseur se heurte au point de vue culturel et à la conception de l'eau comme don divin. Ça, c'est un vrai dilemme pour l'aménagement des communes en eau potable. Alors, ce qu'on avait déjà repéré dans une étude précédente et ce qui a été confirmé dans celle-là, c'est que effectivement l'eau gratuite parce qu'elle relève du don divin. Alors, mais en même temps, les Polynésiens dans les différents archipels sont prêts à payer le service de l'eau. Donc ça, il y a quand même, ça c'est important. Ça c'est intégré déjà. Voilà, c'est déjà bien intégré. Mais c'est plutôt l'osmoseur qui voilà, mal vécu. Effectivement, ça c'est plutôt difficile à comprendre, notamment aux Tuamotu, parce que les Tuamotu, depuis très longtemps, ont appris à gérer l'eau potable. Donc voilà, cette dimension culturelle est véritablement à prendre en compte. Et pourtant, il y a beaucoup de travaux. Hein. Je crois que là, alors je rebondis juste, c'est un petit peu sur l'univers de la recherche polynésienne, que ce soit à l'université ou que ce soit au CRIOB. Il y a d'excellents chercheurs en sciences humaines qui ont montré effectivement que culturellement, voilà, que le fait culturel était à prendre en compte dans les politiques publiques. Et bon, voilà, je crois qu'il y a une belle littérature à lire en tout cas. Le logement social, c'est aussi un secteur important. Alors, on note que l'octroi d'un logement social est vécu comme une action d'allégeance au pouvoir central. On voit souvent les cérémonies de remise des clés, des choses un petit peu comme ça rituelles. Ça fait partie d'un rituel. Alors que les maires continuent à se préoccuper du logement de leurs administrés. Alors, on peut dire que le logement social échappe aux communes aujourd'hui. C'est le pays finalement qui gère ça. Alors, le pays l'a centralisé depuis la fermeture du Fonds de développement des archipels. C'est vrai que les retours que nous avons eus sur effectivement sur les difficultés à la fois ressenties par l'OPH et les bénéficiaires des logements sociaux trouvent des sources d'explication aussi organisationnelles. En Polynésie française, l'Office polynésien de l'habitat a à la fois, par exemple, un rôle de distribution, enfin d'octroi d'allocation d'aide au logement, et en même temps, c'est aussi l'OPH qui sélectionne les bénéficiaires des logements. Donc, je veux dire, il a de multiples casquettes qui sont difficiles à gérer. Il est juge et partie, c'est très schizophrénique, tout ça. Alors que je prends la Nouvelle-Calédonie, mais je crois que c'est le cas également dans les DOM. Il y a une vraie séparation entre les autorités locales et beaucoup de communes. D'ailleurs, les communes sont très largement associées à ce moment-là. Les autorités locales qui octroient le logement à la personne et puis l'opérateur, l'opérateur qui fournit les clés. Et puis, il y a ce lien dont vous parliez, de savoir qui fournit les clés. Est-ce que quand c'est le Tavana directement qui fournit les clés, effectivement, il y a... Voilà, c'est aussi l'expression d'un bon maire qui s'occupe bien de sa population. Mais en même temps, tout est ambivalent parce que dans la notion d'accueil de logement social, on a vu par exemple très clairement pour nos auditeurs la surpropriété. Je crois qu'il y a 2 ans, vous vous souvenez d'une grève de la faim pour un projet de logement collectif qui était financé par le contrat de projet, qui finalement donc ce projet n'a pas eu lieu. Certainement par manque de dialogue entre la commune et les autorités État Polynésie française à ce moment-là, parce que le logement social reste encore mal perçu dans la culture polynésienne. Il y a toujours la peur du ghetto, de créer des ghettos. Il y a quand même une connotation qui n'est pas facile à changer, malgré tous les efforts que conduit l'OPH. On les accompagne beaucoup et on sait qu'ils travaillent beaucoup en ce sens en termes d'accompagnement social. Mais il y a cette perception du logement social qui reste
Effectivement, qui reste, oui, qui reste délicate. Peut-être que c'est lié aussi au fait que la particularité, alors on a vu une différence très nette par exemple sur 2 terrains entre Papeete et les Marquises, où les logements sociaux produits par l'EPH sont loués, et puis au terme, il peut y avoir une accession à la propriété, mais à partir d'un certain nombre d'années. Aux Marquises, et notamment à Nukuiva, là, où j'ai pu voir les projets, on parle de logement social. Alors c'est conduit par la commune, par défaut presque, mais en accession immédiate à la propriété. C'est-à-dire qu'ici, il demande à des particuliers qui ont des terrains de viabiliser des terrains de façon à ce que des terrains puissent être offerts aux jeunes couples qui souhaitent s'installer, parce que ces jeunes couples ont du mal à récupérer des parcelles par héritage à cause des problèmes d'indivision. Voilà. Et donc ils préfèrent acheter à la limite une parcelle pour construire une maison et dans un lotissement social. Et on voit qu'on a ces phénomènes-là. Alors, qui sont une réponse très pragmatique de la part, en tout cas aux Marquises, de la part des élus marquisiens à la demande des jeunes ménages. Alors après, voilà, tout cela, c'est vrai que ça va nécessiter du dialogue avec le pays, parce que ça peut porter à des dérives. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'on assiste à une flambée des prix des terrains, etc. Il faut que ça reste à portée des capacités des ménages polynésiens. Je rappelle que Frédéric Audras, le directeur de l'AFD Polynésie, est l'invité de ce Midi Mag, et que vous pouvez poser des questions 40 86 16 00. On continue avec cette fameuse étude commanditée par l'AFD. Le dernier secteur, c'est le tourisme. Alors, gros dossier, le tourisme, puisque c'est un gros enjeu économique, on va dire, pour le pays. Les populations semblent se désintéresser du tourisme, mais le gouvernement local, lui, s'y intéresse de près, parce qu'évidemment, ça peut rapporter gros. Est-ce que ça explique ce manque de concertation dans les différents projets touristiques, finalement ? Ce décalage entre le désintérêt d'une population et finalement l'intérêt économique de... Alors, c'est vrai que là, il faut distinguer entre ce qui est grand projet, ce qui est conduit par le pays ou soutenu par le pays via notamment la défiscalisation, et je dirais le tourisme à taille plus humaine, notamment les pensions de famille, voire l'accueil chez l'habitant. On a pu constater, alors c'est très différent par archipel, mais on a pu constater par exemple que les grands projets touristiques, ces grands hôtels, finalement, les Polynésiens qui travaillent dans ces grands hôtels, ils y travaillent de façon impersonnelle. C'est d'abord, ils y travaillent comme prestataires de services. Donc, les aspects de culture polynésienne, d'accueil, etc., ne s'expriment pas tant que ça. Ouais. Ils sont très organisés, très, très, très mis en scène. Par contre, les Polynésiens dans les différents archipels sont très favorables à tout ce qui est pension de famille ou petits hôtels, petits hôtels à taille humaine. Et ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Il y a de toute façon dans la culture polynésienne, visiblement, et ça tous les acteurs nous le disent, cette tradition de l'accueil, et notamment, si je reprends l'exemple des Marquises, l'accueil des paquebots. Voilà, une tradition qui se perd un peu finalement ici sur la grande île de Tahiti. C'est lié à la vie moderne, à des choses comme ça? Oui, elle reste prégnante quand même, je pense, mais elle ne peut pas s'exprimer dans les grands équipements, dans ces grands équipements touristiques. Parce que finalement, quelqu'un qui va travailler dans un grand hôtel, un Polynésien qui travaille dans un grand hôtel, mais il pourrait travailler ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y va pas développer de liens particuliers en plus qui vont faire que c'est un accueil typiquement polynésien. Dans une pension de famille, oui, il peut y avoir véritablement
Et je crois, enfin, en général, on voit bien tous les comités locaux de tourisme qui sont créés, qui sont en général sous forme d'associations, hein, et qui sont soutenus par les communes, font la promotion d'un vrai tourisme de proximité. Alors on constate quand même qu'à Moorea, par exemple, qui est un haut lieu touristique, hein, puisque plus de la moitié des touristes passent par Moorea, les élus locaux se désintéressent des questions liées au tourisme. C'est paradoxal, un petit peu. Alors peut-être que le lien là-dessus, le lien ne se fait pas encore suffisamment entre l'activité touristique et les retombées économiques sur la commune. Les retombées en termes d'activité de consommation, pour des raisons toutes simples, hein, c'est que je dirais si par exemple un supermarché fait plus de chiffre d'affaires ou un restaurant fait plus de chiffre d'affaires grâce à un apport touristique, grâce à un hôtel qui s'ouvre, etc., la commune ne le retrouve quasiment pas en impact dans son propre budget. Oui, elle ne voit pas vraiment l'intérêt pour... Voilà, le seul lien qu'elle peut voir, c'est que ça crée de l'emploi local et que à ce moment-là, les besoins sociaux vont s'exprimer de manière moins vive, hein, vers le Ça ne représente pas un petit prestige pour la commune, quoi, d'attirer un peu tous ces touristes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le dialogue, pour savoir si finalement il ne pourrait pas y avoir des retombées pour les communes, pour les budgets communaux de ces grandes activités touristiques, y a peut-être des choses à imaginer. Alors je pense aussi à des choses toutes simples, hein. Vous savez, donc, parmi des programmes qu'on finance plus sur de la coopération régionale, sur tout ce qui est aire marine protégée, parfois il y a l'idée de dire au niveau des clubs de plongée, quand vous allez à l'étranger, que vous plongez, souvent on vous dit vous payez $1 de plus, mais c'est pour financer l'association environnementale qui travaille sur les récifs coralliens, etc. Peut-être que des choses comme ça, il peut y avoir peut-être une petite taxe prélevée par ces activités liées au tourisme qui soit reversée au budget de la commune. Et peut-être à ce moment-là, la commune pourrait l'utiliser pour effectivement investir, enfin en tout cas accompagner cette politique touristique. Elle se sentirait peut-être un peu plus concernée, un peu plus investie. Alors dans les grands projets comme le projet Mahana Beach, des choses comme ça, est-ce que vous intervenez aussi un petit peu dans ce type de grands projets au niveau Écoutez, de la là j'allais vous dire que j'en sais pas plus que vous sur ces grands projets Mahana Beach, puisque là le pays a fait une sélection, je dirais, de son côté, du projet. Donc de toute façon, ce sont des financements privés. Donc nous, on a une filiale secteur privé qui s'appelle Proparco, hein, qui intervient dans les mêmes géographies, qui intervient en Polynésie également, qui peut être appelé à un moment donné à participer au financement. Mais là, il est très tôt. On n'a aucun, entre guillemets, business plan en main. Je suis incapable de vous dire si tel projet est viable ou non. Par contre, ce que je suis capable de vous dire, c'est que la Polynésie française, en tout cas, dispose d'atouts considérables. La biodiversité et l'environnement ne sont pas des choses qu'on valorise en termes économiques, hein, quoique, hein, il y a des travaux qui sont faits, mais qui ont quand même un rôle très important pour attirer des touristes, et il ne faut pas le négliger. Il y a des endroits véritablement préservés en Polynésie française, et là, qui peuvent attirer beaucoup de monde. Et en tout cas, nous on y croit beaucoup. D'ailleurs, l'AFD va aider l'État à l'organisation de ce qui s'appelle les négociations changement climatique en décembre 2015, qui va se tenir à Paris, là, une prochaine grande étape. Et on envisage bien d'aider le pays et les communes à mettre en avant leurs atouts et la façon dont elles se sont adaptées. Alors nous avons un auditeur de Mataia qui veut poser une question. Monsieur, bonjour. Allô, bonjour. Yolanda, posez votre question. Je peux poser ma question, je peux dire quelque chose? Allez-y. Voilà, je parle juste au niveau des communes. Je crois qu'il faut préserver la situation actuelle des communes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que vous savez que les touristes comprennent très bien qu'au niveau environnemental, la Polynésie est championne dans ce domaine-là. Alors pour moi, ce qui est nécessaire pour les communes, c'est de développer au niveau de la santé
au niveau de l'éducation et l'urbanisation. Voilà ce que je voulais dire. Vous voulez dire qu'au niveau environnemental, tout est fait déjà? Ouais. On va peut-être modérer un petit peu ce... Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Audras? Euh, il y a quand même, il reste des choses à faire dans l'environnement. Il y a, à mon sens, il y a deux sujets. Il y a le sujet du traitement des déchets ménagers, parce que la collecte s'organise maintenant au niveau des communes. Le traitement, il y a encore des vrais enjeux. Voilà, que dans la Polynésie, les communes vont devoir s'emparer. Et puis, il y a un enjeu qui me paraît aussi très important, c'est l'assainissement dans les années qui viennent, parce que même si c'est une compétence, je dirais, transférée et obligatoire pour les communes à l'horizon 2020, bon, il va falloir aider un 2020, peu, c'est demain, quoi. Donc, il faut s'y prendre assez tôt. Et alors, qui dit assainissement dit meilleur traitement des déchets ménagers. Voilà, il y a un lien direct avec la qualité de l'environnement, notamment la qualité du lagon. Vous prenez, dans le monde, il y a plusieurs endroits qui avaient la qualité, je dirais, des lagons polynésiens, et ils ne se sont pas suffisamment emparés à temps des sujets de l'environnement et du traitement des déchets, et maintenant les lagons sont morts. Les récifs sont morts. Et donc, du coup, les touristes viennent beaucoup moins. Donc il faut voilà, vraiment prendre la question de l'environnement par-dessus la jambe et se dire, ça y est, tout est bon. Mais c'est vrai que, encore une fois, dans un esprit de dialogue, parce que sur l'assainissement, c'est vrai que l'assainissement, avec un regard très franco-français, si vous me permettez l'expression, on pense évidemment à assainissement collectif, parce que on est voilà, mais l'assainissement individuel est certainement une solution, enfin, la solution la plus adaptée dans beaucoup d'archipels, et parfois même dans beaucoup de communes dont l'habitat est très dispersé. Le coût de réseau collectif est trop ambitieux par rapport aux capacités financières des communes. Alors Frédéric Audras, on arrive au terme de cette émission. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous, au niveau de l'AFD, vous a apporté cette étude finalement aujourd'hui, et qu'est-ce que vous allez en tirer de cette étude ? Alors nous, cette étude, d'abord, on va en tirer des conclusions très opérationnelles qu'on va communiquer à nos partenaires, donc communes, pays et États. Vous avez rencontré le président d'ailleurs ce matin. C'était à ce sujet-là. Sur ce sujet-là et sur d'autres, mais que je ne dévoilerai pas ici. Je garde la confidentialité de mes échanges avec le président. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des échanges très, très constructifs, et que véritablement, je crois qu'il y a... Vous êtes optimiste quant au développement du pays ? Je suis très optimiste là, sur le développement du pays. Je crois qu'il y a une volonté d'avancer qui est manifeste, et une volonté de dialogue, effectivement, comme je vous disais, avec les communes et l'État. Et c'est vraiment très intéressant pour l'avenir de la Polynésie. Et également pour changer l'image de la Polynésie vue de Paris. Voilà. Donc, alors... Vous, au niveau de l'AFD, Nous, au niveau de l'AFD, les enseignements que nous allons en tirer, d'abord, des études comme ça, elles nous permettent de ce qu'on appelle nous capitaliser de la mémoire, parce que je suis comme beaucoup, je suis en poste pour 4 ans, et souvent, au bout de 3-4 ans, on commence à un peu mieux comprendre l'environnement dans lequel on travaille, et après, il faut céder son poste, et on perd un peu de la mémoire. Donc cette étude, elle va nous servir à capitaliser aussi, à montrer également au pays, mais que l'on se tourne véritablement aussi vers les Polynésiens, à montrer aux Polynésiens que l'on a rencontrés dans le cadre de ces différentes enquêtes, qu'on est à leur écoute, que nous ne sommes pas enfermés dans nos bureaux. Moi-même, j'essaye personnellement d'être très très souvent à l'extérieur de mon bureau pour écouter à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises. Et puis, je crois que cette étude, puisque c'est une étude que nous allons publier je pense, au premier semestre 2015, on va la publier dans une collection de l'AFD. Elle sera diffusée très largement en Polynésie française. Ce sera une étude gratuite et téléchargeable d'ailleurs sur notre site, comme toutes les autres études que nous avons publiées. Alors, je fais un petit peu de publicité, mais c'est gratuit. Donc, c'est www.polynésie
afd.fr, et là vous avez toutes nos actions et puis des liens vers toutes nos études à télécharger. Ça va aussi pour nos collègues parisiens, pour notre hiérarchie et nos tutelles, ministère des Outre-mer et ministère de l'Économie et des Finances, peut-être apporter un regard nouveau et un regard un petit peu plus enrichi sur la Polynésie française. Ça nous réjouit beaucoup, Frédéric Audras. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'AFD Polynésie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, merci aux auditeurs.